Digital Congo, la télévision numérique. Le président de l'Assemblée provinciale du Maniema a été destitué au cours d'une plénière ce mercredi. 18 députés sur 19 ont décidé sur le sort de Claude Foreman Makonga Toboka Iki, qu'il reproche de mégestion et opacité dans la gestion financière de cet organe délibérant. Les FARDC se décident de montrer les biceps vis-à-vis de la milice qu'entretient Thomas Lubanga dans la province de l'Ituri. Un assaut de l'armée loyaliste sur la milice CRP a permis de neutraliser plusieurs membres de cette nébuleuse. Dans ce journal, nous serons également dans la commune de Lemba qui fait face à la détérioration de sa voirie urbaine. Cette situation entraîne plusieurs effets collatéraux dont les embouteillages monstres et une circulation très difficile. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition d'information sur Digital Congo. Pour vous informer, d'abord cette information, le suspense va encore se prolonger au Vatican puisqu'il n'y a toujours pas de fumée de quelque couleur que ce soit qui s'échappe du toit de la chapelle Sixtine. Les cardinaux qui sont en conclave depuis cet après-midi sont en plein vote pour trouver le successeur du pape François. Ce conclave avait démarré par une messe célébrée, comme vous le voyez en image, par le doyen des cardinaux avant que ces derniers n'entrent dans l'isolement total. Pour l'heure, de nombreux fidèles catholiques ou pas se sont amassés depuis la journée autour de la chapelle, les yeux levés vers le ciel pour voir de quelle couleur sera la fumée. En tout cas, tout le monde retient son souffle jusqu'à la prononciation de la fameuse phrase « Habemus Papa ». Et pendant que le monde retient encore son souffle en attendant l'élection du nouveau pape, les attentes des fidèles catholiques sont multiples vis-à-vis de celui qui va conduire à la destinée de l'Église catholique. Les aspirations qui reviennent le plus souvent, c'est notamment que le prochain souverain pontife soit en mesure de relever tous les défis auxquels fait face l'Église catholique contemporaine. Les fidèles prient aussi que le prochain pape le soit selon le cœur de Dieu. Ils ont réagi au micro de Jean-Émile Senga. Ce conclave donne un pape qui sera à la hauteur de tous ces défis. Il y a des défis aussi au niveau de la foi, au niveau de du vécu des chrétiens, l'identité chrétienne, tous ces défis-là. Notre attente, c'est que Dieu nous donne à travers ses serviteurs, les cardinaux, un pape qui sera à la hauteur de ces défis-là. Nous prions pour que le prochain pape soit quelqu'un doté d'une sagesse suffisante pour pouvoir assurer cette mission avec abnégation. Nous prions pour que nous ayons un pape qui soit en mesure de répondre aux enjeux du moment. L'Église catholique, vous le savez, a levé des options sur des questions importantes du moment, notamment la question liée à l'homosexualité, la question liée aux guerres à travers le monde. Ma prière est également celle de l'Église parce que c'est un moment fort, un moment important, un moment décisif dans l'histoire de notre Église. C'est que le Seigneur nous accorde un nouveau pasteur selon son cœur.
celui qui pourra œuvrer pour la gloire de Dieu et puis pour la sanctification des fidèles, pour le salut. Et que par l'Esprit Saint, que le cardinal choisisse un berger qui saura paître tout son peuple. Tout le peuple de Dieu à travers le monde doivent se reconnaître à son berger. Un pape qui sera un rassembleur, un pape qui saura défendre la foi et la doctrine catholique, et un pape qui sera prêt à accueillir les pécheurs tout en excluant, tout en... Voilà donc pour ces quelques réactions recueillies par Jean-Émile Senga depuis la paroisse Notre-Dame de Fatima. Et pour leur part, les évêques de la Senko ont exprimé leur solidarité en priant pour les cardinaux électeurs du nouveau pape à Rome. C'était à l'occasion de l'ouverture ce mercredi de la réunion du comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo qui s'est ouvert par une messe solennelle présidée par Monseigneur Fulgence Muteba, président de la Senko et archevêque de Lubumbashi. C'était aussi une occasion pour eux de préparer les dossiers à soumettre à la prochaine assemblée plénière. C'est un élément que nous propose Lisette Kenga. La session des évêques membres du comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo Senko s'est ouverte par une messe solennelle présidée par Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque de Lubumbashi et président de la Senko. Dans son homélie, profondément inspirée de l'évangile de Jean et du livre des Actes des Apôtres, Monseigneur Fulgence Muteba a appelé ses confrères dans le sacerdoce à s'inspirer de l'engagement des apôtres pour l'évangélisation en soulignant la nécessité d'une action pastorale courageuse face aux défis actuels. Alors que le monde catholique est tourné vers Rome pour le conclave visant à élire le successeur du pape François, les évêques congolais ont exprimé leur solidarité en priant pour que l'Esprit Saint guide les cardinaux électeurs dans leur choix. Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de la Senko, a souligné l'importance de cette prière collective pour l'Église universelle et revient sur quelques dossiers qui seront traités. Les premières séances sont consacrées au paysage socio-pastoral, socio-politique. Ce sera certainement l'occasion pour eux de se pencher aussi sur l'initiative conjointe Senko-SCC, le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Ils vont aussi analyser 2 documents. Il s'agit de guides pour la pastorale sur les réseaux sociaux, mais aussi la charte de prise en charge des évêques émérites. La réunion, qui se clôturera le vendredi 9 mai, réunit la présidence de la Senko, les archevêques et évêques présidents des commissions épiscopales, leur secrétaire et secrétaire général de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale et les présidents de la conférence des supérieurs majeurs de la RDC. Cette session de février offre l'occasion pour les évêques de préparer les dossiers majeurs de l'Église locale à soumettre à l'Assemblée plénière prévue pour le lundi 12 mai, tandis que la session de juin est budgétaire. Rappelons tout de même que la réunion initialement prévue au mois de février, mais reportée en raison de l'occupation de l'Est du pays par les mouvements de AFC M23. On en vient à cette nouvelle. Jean-Claude Foreman Makonga Toboka Iki n'est plus le président de l'Assemblée provinciale du Maniema. Il a été destitué ce mercredi après le vote d'une pétition à son encontre pour quelques griefs, entre autres la mégestion et l'opacité dans la gestion financière de cet organe délibérant. 18 députés provinciaux sur les 19 qui ont pris part à cette plénière ont voté pour sa déchéance. Depuis la ville de Kindu, la correspondance de Grace Mbambi. Ça n'est complètement fini pour l'honorable Makonga Toboka Iki-Claude Foreman, ancien président de l'Assemblée provinciale du Maniema. Son sort a été décidé ce mercredi 7 mai 2025 par 18 députés provinciaux sur 19 votants au cours de la plénière qui s'est tenue à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale du Maniema. Dans une ambiance émouvante, pleine de suspense, que le pétitionnaire Lamoula Mouradjabou a présenté son exposé, faisant l'objet de griefs contenus dans sa missive pétition, retenue en charge de l'honorable Makonga Toboka Iki-Claude, dont la mégestion, la spoliation des immeubles de l'État et tant d'autres. À son tour, l'honorable Kalukula Lutaka Gaspard a relayé le pétitionnaire pour décrire le fait.
Immédiatement après, le président des séances, l'honorable Théophile Bouleli Docta, vice-président et président d'intérim de l'organe délibérant du Maniema, a ordonné l'organisation du vote. Pour terminer, les membres de la plénière ont voté à 99% la déchéance du président de l'Assemblée provinciale du Maniema, l'honorable Makonga Tobokaïki Claude Foreman. Voici comment se présentent les résultats des votes. Si les 19 députés présents à la salle, 18 ont voté pour. Un seul député a voté contre. Il y a 0 abstention et 0 bulletin nul. Par conséquent, l'honorable Makonga Toboka Claude Foreman est déchu de ses fonctions de président de l'Assemblée provinciale du Maniema. Occasion faisant le rang et d'une façon inattendue, Dr Junior Kibungi Mutanga, membre du parti présidentiel, l'UDPS, a déposé sa démission au poste du questeur de l'Assemblée provinciale du Maniema. Je viens de présenter ma démission au poste du questeur de l'Assemblée provinciale du Maniema afin de me permettre de me préparer pour postuler au poste du président de l'Assemblée provinciale du Maniema. Comme vous venez de le suivre aujourd'hui, mon grand frère, honorable Makonga Foreman Toboka, vient d'être déchu de ses fonctions de président provincial de l'Assemblée provinciale du Maniema, raison pour laquelle, étant du même parti que mon grand frère, je me prépare pour postuler, pour récupérer ce poste-là. Notez, outre l'éjection du président de l'organe délibérant du Maniema, ce dernier fera également l'objet de poursuites judiciaires. On reste en province où de fortes pluies qui se sont abattues mardi dernier ont provoqué de graves inondations dans la ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Aussitôt informé, le gouverneur de cette province, Christian Kitungwa, a rendu visite aux sinistrés avant de prendre des mesures urgentes pour tenter de sauver la situation. Bénédicte Ndembe Elisette Kengakelekelo nous explique. Dans un décor de désolation, entre maisons effondrées et cris de détresse, le chef de l'exécutif a lancé, sans attendre une opération d'envergure, recherche des disparus, secours aux familles affectées et réconfort aux sinistrés. Aux côtés de sa population, traversant les eaux boueuses, titubant sur des sols détrempés, Christian Kitungwa Muteba a partagé la douleur, la peur et l'incertitude des familles sinistrées. Grâce à l'intervention rapide des équipes mobilisées, sous son commandement, un corps sans vie d'un bébé de moins de 5 ans a été retrouvé, emporté par la crue. Une tristesse. Dans cette épreuve, la population du Tanganyika a vu en son gouverneur un homme de terrain, un leader engagé, prêt à mouiller la chemise pour sa population. Un geste salué par les familles victimes qui ont trouvé une épaule sur laquelle pleurer. Nous disons merci pour le travail du gouverneur, c'est bon pour aujourd'hui. Jusqu'au port public de Kalemi, en passant par la cité de Kam Kolobondo, des quartiers entiers sont submergés. Des milliers de familles se retrouvent sans abri. La montée des eaux du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga ne cesse de menacer les zones riveraines. Et pour enfoncer le clou, des fortes pluies du mardi dernier ont provoqué les débordements, aggravant une situation déjà dramatique. Le gouverneur Christian Kitungwa n'a pas tardé à réagir dès sa prise de fonction. Il a lancé des grands travaux pour sauver les infrastructures clés, notamment le boulevard Lumumba. Malgré l'ampleur du défi, le gouverneur Kitungwa reste omniprésent sur le terrain. Menacé la catastrophe naturelle. Monaona récemment ilipitikana na Kinshasa. Haina vile. Sud Kivu la même chose. Maintenant, ndio kwa maana tutaona bientôt tutaanza kubomola manyumba ingine ndio construction anarchique. En attendant des solutions durables, les familles des sinistrés ont été orientées vers le centre de formation de la police de Kalemi, transformé en site d'hébergement. D'autres mesures d'accompagnement vont suivre, a laissé entendre le patron du Tanganyika. Retour à Kinshasa pour parler aussi des inondations suite aux pluies diluviennes à Kinshasa, mais aussi constructions anarchiques, réhabilitation des routes, insécurité ou encore réouverture tant attendue du marché central. Voilà le menu
de la réunion technique qui s'est tenue mardi entre le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, conduit par son président Levi Mbuta Sangupamba, et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba. Au cours de cette séance de travail, il s'est dégagé que la réouverture du grand marché est perçue comme un levier pour relancer les recettes de la ville et appuyer des initiatives structurantes destinées à redonner une dynamique à la capitale congolaise. Il devient de plus en plus difficile de circuler dans la ville-province de Kinshasa pour cause de la détérioration de la voirie urbaine sur plusieurs communes. Celle de Lemba n'en fait pas exception puisque la plupart de ces routes se sont lamentablement dégradées, provoquant ici des embouteillages monstres tout en rendant la circulation non seulement difficile mais aussi dangereuse pour les usagers. C'est un constat fait ce mercredi 7 mai par Francine Adoua et Renaissance Kimfuta. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la majorité des routes sont en état de délabrement très avancé. L'une des causes majeures des embouteillages est d'inaccessibilité à certains coins de Kinshasa. La commune de Lemba n'est pas épargnée. Plusieurs avenues se dégradent. En ces jours, difficile de circuler entre Super et Terminus. Même les tronçons Super, Foire internationale de Kinshasa, est sérieusement détérioré. Même cas pour Super Bypass. À certaines heures, des embouteillages monstres. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, ces avenues étaient en bon état et praticables. Contrairement aux nids de poules et fissures qui se comptent à plusieurs centaines. De fortes pluies s'abattent à Kinshasa, aggravant la situation. Nous souffrons énormément. En rentrant comme en sortant, nous souffrons, ça crée des embouteillages, le temps d'arriver à la maison. Donc c'est vraiment difficile. C'est ainsi nous appelons aux autorités responsables de venir nous aider à combler tous ces nids de poules. La circulation ici est très compliquée. Nous empruntons souvent le chemin qui n'est pas nôtre. Regardez, presque toutes les routes sont délabrées ici à Lemba. Quitter ici pour arriver à Bypass, c'est tout un calvaire. À noter qu'avec le temps, la circulation de la commune de Lemba sera compliquée au cas où ses principales artères pour y accéder ne sont pas réhabilitées au plus tôt. Le gouverneur du Kasaï central, Moïse Kamboulou, a été reçu ce mercredi 7 mai à l'agence congolaise de grands travaux par son directeur général, Nico Nzaounzaou, pour une séance de travail axée essentiellement sur l'évaluation des projets développés dans cette partie du pays. Il s'agit notamment de la route Kananga-Kalambambouji et du stade de Kananga. Reportage. L'état d'avancement des travaux de la route Kananga-Kalambambouji dans la province du Kasaï central, la mise en œuvre imminente du projet de dotation de la ville de Kananga, son chef-lieu, d'un stade moderne, voilà les points au centre de cette séance de travail entre l'Agence congolaise des grands travaux, Cisque SA, son partenaire chinois, et le gouverneur de la province, Joseph Moïse Kamboulou, ce mercredi 7 mai 2025, au siège de l'ACGT à Kinshasa. Au moyen des présentations et des projections, les trois parties partenaires dans ces projets ont échangé des informations utiles. On en retient que les travaux du stade seront lancés incessamment et les travaux de praticabilité des 230 km de la route Kananga-Kalambambouji ont atteint le point kilométrique 120 et se poursuivent en direction de la rivière Kasaï à la frontière avec l'Angola. Nous venons d'avoir des échanges utiles. Des échanges pertinents avec la direction générale de la CGT. Il s'est agi de faire un tour d'horizon sur l'état d'avancement des travaux de la route Kananga-Kalambambouji. Et je crois que nous avons eu à nous mettre d'accord sur un certain nombre de choses. J'ai demandé que les travaux de construction et de modernisation commencent maintenant avec la construction des caniveaux, pas seulement les assainissements.
Parmi les contraintes rencontrées, l'acheminement pénible des engins au départ de Kinshasa avec un tronçon difficile à partir de Kamwesha. À Rondroit, les engins passent à gué dans les rivières avec tous les risques d'avarie à la suite de la vétusté et la petitesse de certains ponts. Au chapitre des acquis du projet, pour les travaux définitifs, l'installation de 3 unités importantes, celle de concassage d'une capacité de 350 tonnes de matériaux par heure, celle de malaxage de béton et celle de production des enrobés qui est en cours. Tout à fait autre chose, c'est un véritable tournant pour les territoires d'Iromo et Djougou dans la province de l'Ituri. À Songololo, le vice-gouverneur Raous Chalué a lancé les travaux d'infrastructure du projet Start Est. Objectif, relancer les développements locaux à travers la construction d'écoles, des centres de santé et la réhabilitation de près de 100 km de routes agricoles. C'est un reportage signé Vérité Johnson. À Songolo, chefferie de Walendu Bindi, l'espoir renaît. Le vice-gouverneur de l'Ituri, Raousha Le Mukutu, a donné le coup d'avoir des grands travaux d'infrastructure du projet Star Est. 18 infrastructures de base et 99 km des routes sont reconstruites dans les territoires du Roumo et Djougou. Objectif, améliorer l'accès aux services sociaux, désenclaver les zones agricoles et favoriser la réinsertion des ex-combattants. Mkubwa ya nchi Commandant Supreme Félix Antoine Tshisekedi À Songolo, un centre de santé moderne de 19 pièces verra bientôt les jours. Le projet financé par la Banque mondiale employera plus de 3000 personnes via le programme TIMO. Nous allons devoir construire un centre de santé qui va disposer de plus ou moins 19 pièces. Ces travaux en TIMO vont devoir employer sur l'axe cité plus ou moins 1500 travailleurs. Des femmes, des jeunes, des papas, des mamans, mais aussi les ex-combattants. La cérémonie a mobilisé les communautés locales et des élus qui ont salué cette initiative et a appelé à la préservation de futurs ouvrages. Ces projets, en appui au PDDRCS, visent aussi à jeter des bases de redressement économique durable. Pour Songolo, qui n'avait jamais accueilli une autorité provinciale des Serrans, c'est plus qu'un projet, c'est un symbole de paix retrouvé. On va rester dans la province de l'Ituri où les FARDC montent en puissance face aux milices. Ce mercredi 7 mai, l'armée congolaise a mené une offensive éclair contre la milice CRP de Thomas Lobanga dans la localité de Café, dans la chefferie de Bayema Nord, groupement de Losandema. À Djougou, dès les premières heures du jour, les troupes congolaises ont pris le dessus, neutralisant plusieurs miliciens et récupérant un arsenal d'armes, une opération stratégique qui marque un nouveau tournant dans la lutte contre l'insécurité dans la région. À l'heure actuelle, le ratissage se poursuit pour sécuriser toute la zone et écarter toute résurgence de l'ennemi. Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri, a au nom du gouverneur de province salué la discipline et le courage des troupes dans le front. Dans un autre chapitre, le monde entier célèbre ce 7 mai la journée internationale du rire. Une occasion de promouvoir le bien-être par le rire qui est reconnu comme étant une thérapie contre le stress et contribue à l'amélioration de la santé. On en parle avec Chris Mbambi. Chaque année, le 7 mai, le monde célèbre la journée internationale du rire. Une journée qui vise la promotion du bien-être à travers les rires. Selon plusieurs études, le rire favorise la libération d'endorphines, substances libérées par les neurones, ce qui améliore l'humeur et la réduction du stress. Les rires stimulent également la circulation sanguine, ce qui renforce les systèmes immunitaires et contribue à la relaxation musculaire. D'après l'Organisation mondiale de la santé, les émotions non exprimées provoquent 70% des maux des sociétés occidentales. Certains Quinois sont d'avis que le rire réduit le stress et que ces réflexes déclenchent les processus de guérison.
Quand je ris, je me sens bien, je me sens apaisé, ça me déstresse. Quand je regarde un bon film, je me sens ému. Ça fait ça, un bon film, surtout les films d'humour. Qu'est-ce qui me fait rire? La joie de vivre, le merveille que l'Éternel nous a donné. Et des fois, penser seulement même à la nature, vous pouvez du coup commencer à rire. Des sourires, ouais, ça ne tue pas, c'est bien pour la santé. La Journée internationale du rire a été initiée en 1998 par les docteurs en médecine, Madan Kataria, qui avait mené des études sur les effets du rire sur la santé de ses patients. Vous l'avez donc compris, rire, c'est bon pour la santé. On ne se quitte pas sans jeter un coup d'œil sur l'actualité en dehors de nos frontières. On parle de vives tensions entre Khartoum et Abu Dhabi. Le Soudan menace de couper les relations avec les Émirats arabes unis qui l'accusent d'être complice avec les rebelles FSR dans la guerre civile dans le pays. On voit cela avec Tishik Sambi. Le Conseil de défense soudanaise a dans une déclaration mardi annoncé vouloir couper le lien entre le Soudan et les Émirats arabes unis. C'est à la suite d'accusations de l'armée selon lesquelles Abu Dhabi soutient les forces de soutien rapide FSR dans la guerre civile qui sévit dans le pays. Le Conseil de défense soudanaise a accusé les Émirats arabes unis de fournir au FSR des armes stratégiques et de pointe qui leur ont permis de mener des frappes destructives sur des installations dans la ville de Port-Soudan depuis dimanche dernier. Une escalade majeure dans les conflits qui durent depuis 2 ans. Le Conseil a déclaré qu'il avait décidé de déclarer les Émirats arabes unis État agresseur, précisant qu'il s'est réservé le droit de répondre à l'agression par tous les moyens afin de préserver sa souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. Nous disons à ceux qui ont attaqué le peuple soudanais que le temps de la vengeance viendra et que le peuple finira par l'emporter, s'est exprimé Abdul Fattah al-Burhan, chef de l'armée soudanaise, lors d'une allocution télévisée depuis Port-Soudan. En mars dernier, le Soudan avait porté plainte contre les Émirats arabes unis à la Cour internationale de justice pour génocide. La Cour internationale de justice a dans son arrêt rendu lundi à La Haye, aux Pays-Bas, rejeté cette plainte qu'elle juge sans fondement. Elle s'est déclarée incompétente pour statuer sur cette affaire. Et voilà, vous savez tout sur l'actualité au pays et en dehors de nos frontières. Madame, messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain dans la grande édition. On se dit à très vite. Bonjour à tous et bienvenue dans notre revue de presse de ce mercredi 7 mai 2025. Commençons cette ronde de journaux avec l'un des titres phares de Africa News qui titre en une Nicolas Kazadi, la pire contre-attaque. L'ancien ministre des Finances a décidé de lancer sa contre-offensive à la faveur d'une émission voulue et tournée en lingala pour atteindre un grand nombre du public. Accablé par la série de présumés scandales de paiement en mode d'urgence, des chantiers inachevés, notamment les centres financiers de Kinshasa et Kinshasa Arena, des lampadaires et des forages, ces derniers dossiers semblent ne pas vouloir les lâcher malgré la décision du parquet. L'ancien argentier national a préféré jouer la carte de la victimisation tout en procédant à un désengage en règle de son propre régime via des attaques contre certaines initiatives du président de la République Félix Tshisekedi et des flèches emprisonnées contre son entourage jouisseur en s'apprenant à la presse présenté comme auxiliaire de ses bourreaux. De
son côté, Forum des As titre en sa une Jouissance, le propos de Nicolas Kazadi mal interprété. L'interview accordée par Nicolas Kazadi à Paulette Kimuntu le week-end dernier continue de faire jasser, largement salué par l'opinion publique, autant pour la sincérité de l'ancien ministre des Finances que pour l'exactitude des faits rapportés. Elle est utilisée par certains à des fins de manipulation politicienne en sortant le propos de leur contexte pour leur donner une connotation anti-pouvoir en place. L'objectif est de présenter Nicolas Kazadi comme anti-régime et de l'opposer à sa propre famille politique. Pourtant, le député de l'UDPS de Miabi posait une problématique générale, caractéristique des Congolais, utilisant d'ailleurs les nous collectifs pour s'exprimer. Pour sa part, la prospérité annonce que Julien Paluku suspend l'importation des sacs de ciment et d'emballage minier. Pour renforcer la compétitivité des industries locales, le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku a signé un arrêté interdisant temporairement l'importation des sacs et d'emballage de ciment ainsi que des sacs destinés aux minéraux Big Bac dans la partie sud-est de la République démocratique du Congo. Cette interdiction s'éteindra sur une période de 12 mois, indique une annonce proche du ministère du Commerce extérieur. Cette décision s'inscrit dans une stratégie de sauvegarde de la production nationale, particulièrement dans le province industrielle du Katanga, afin de stimuler la consommation de produits fabriqués localement. Pour finir, revenons sur Chronique Éco qui titre en sa machette le ministre des Mines attendu au Sénat. Suite à une question orale avec débat lui adressée par le sénateur Vunambadi Kanyamihigo Célestin, le ministre des Mines Kizito Pakabomba sera devant le sénateur ce mercredi 7 mai 2025 afin d'éclairer la lanterne du sénateur sur les gels des gisements minéraux décidés il y a quelques mois par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Kizito Pakabomba devra ainsi apporter l'éclairage sur les gels des gisements miniers ainsi que la prise en compte des intérêts des populations riveraines sur des projets miniers en République démocratique du Congo. Fin de cette revue de presse. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Digital Congo, la télévision numérique